Bonjour à tous, bienvenue sur la quatrième séance en langage SQL où nous allons parler des moteurs de stockage. Alors en général quand on apprend le langage SQL ou qu'on travaille sur des bases de données, les gens ont pour habitude de simplement ne pas apprendre ou ne pas se renseigner sur ce principe des moteurs de stockage alors que c'est quelque chose qui est vraiment très important. Donc moi je profite de cette des premières vidéos en tout cas de cette formation pour vous l'enseigner, puisque c'est quelque chose qu'il faut connaître dès le départ. Il est mieux de connaître ça pour commencer et de travailler ensuite avec le bon moteur de stockage pour la suite, plutôt que d'attendre d'avoir une base de données qui contient plusieurs gigas ou plusieurs téraoctets, de devoir changer en cours de route, et là c'est assez compliqué. Donc prenez dès le départ évidemment l'habitude de produire en fait les bons outils, d'accord, d'avoir tout le bon environnement pour vos bases de données, plutôt que de devoir faire les changements une fois que vous aurez alimenté tout ça en plein de données, des millions de données qui peuvent prendre énormément de place, et là c'est assez compliqué souvent d'effectuer les changements. Alors on va se connecter déjà, pour commencer, faire MySQLD, voilà. Donc je refais sur les premières vidéos, après bon je me connecterai avant d'enregistrer la vidéo, mais bon comme c'est les premières, je répète les opérations à chaque fois pour les gens qui auraient des petits oublis. Voilà, et là on va se connecter avec MySQL, -p, et ici il n'y a pas de mot de passe. Ok, voilà. Donc la dernière fois on faisait simplement show databases pour voir par exemple les bases de données. On avait également vu tout ce qui était encodage des données. Je vous avais dit qu'en informatique on travaille principalement avec de l'UTF-8 parce que c'est beaucoup plus efficace. Donc on verra tout ça. Alors voilà, on va commencer par déjà vous expliquer un petit peu quel est l'intérêt de cette vidéo, qu'est-ce qu'on entend par moteur de stockage. Donc le moteur de stockage, en fait, si vous voulez, c'est ce qui va définir différents algorithmes pour le stockage, donc c'est pour ça qu'on appelle ça un moteur de stockage, et surtout la manière d'accéder aux données avec le système de requête tel qu'on l'apprendra dans les vidéos prochaines. Alors il existe plusieurs types de moteurs différents, et il y a des moteurs bien évidemment qui sont gérés par défaut, selon le type de base, selon la version de MySQL par exemple que vous utilisez, ou simplement le type de SGBD que vous utilisez. Si vous étiez par exemple sur Oracle, SQL Server, SQLite, etc., ça peut utiliser des moteurs différents. Alors pourquoi c'est important de se poser ces questions-là sur l'utilisation d'un moteur ou d'un autre, puisqu'ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. On a des moteurs qui sont dits transactionnels, c'est-à-dire qu'ils vont par exemple posséder des systèmes de sécurité. Admettons sur ma base de données, je veux enregistrer, je sais pas, moi j'ai une base de données pour des clients, et je veux enregistrer 50 clients. Alors c'est pas beaucoup, hein, d'accord, sur une vraie base de données on aurait beaucoup plus que ça, mais déjà sur 50 clients. Et qu'au moment où je fais cette requête de 50 clients, qui va quand même nécessiter quelques secondes pour se faire, ou peut-être moins si on a vraiment fait une requête très optimisée, imaginez que nous ayons une interruption de la requête en cours, d'accord, ou alors une panne par exemple d'électricité, une panne sur un serveur ou autre. Pendant que la requête se fait, on va obtenir des données corrompues, c'est-à-dire qu'elles sont peut-être à moitié enregistrées, ou alors on aura des données qui seront à moitié tronquées, enfin bref, on n'aura pas les données complètement enregistrées, ça va amener à pas mal d'erreurs. L'avantage des moteurs de stockage dits transactionnels, c'est qu'ils vont donc utiliser des transactions, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit, fais ceci, d'accord, peu importe le temps que va prendre la requête à faire, on va attendre qu'elle aille jusqu'au bout et vérifier que tout s'est bien passé. Si jamais il y a eu un accident en cours de route, c'est-à-dire qu'il y a encore une fois une coupure d'électricité, de courant, une coupure, une interruption quelle qu'elle soit au niveau de la requête, on pourra revenir en arrière, faire ce qu'on appelle un rollback, c'est-à-dire revenir à l'état de la base de données telle qu'elle était avant d'exécuter notre fameuse requête qui pour le coup n'a pas fonctionné. Donc ça c'est très important. Du coup vous comprenez que un moteur qui est dit transactionnel sera forcément moins performant et moins rapide, puisqu'à chaque fois que vous allez faire une requête, il va y avoir des sécurités qui vont s'appliquer, il va y avoir toute une surcouche qui va protéger en fait l'état des requêtes et surtout l'état de vos bases de données, pour être sûr de ne pas les corrompre, pour ne pas les abîmer, d'accord, pour ne pas avoir besoin de les réparer ou autre. Donc c'est un système qui a cet avantage-là, qui assure que les requêtes qui seront effectuées seront faites de manière fiable, d'accord, du début à la fin. Et s'il y a problème, s'il y a incident, on pourra effectuer un rollback, c'est-à-dire remettre la base de données à l'état tel qu'elle était avant que le problème survienne. En face, nous avons les moteurs dits non transactionnels, tout simplement, qui sont, et c'est parfaitement logique, plus performants et plus rapides, puisqu'ils n'ont pas de système, eux, de sécurité. C'est-à-dire que vous allez faire une requête, d'accord? Par exemple, quand je fais ça, même si c'est une requête toute simple, voilà, bon, évidemment, là, je risque pas d'avoir de problème, parce qu'on n'enregistre pas de données, rien du tout, on ne lit rien, mais s'il y avait, par exemple, une coupure au plein milieu de ma requête, il n'y a aucune sécurité qui assure que les données auront bien été affectées si j'affecte des données, d'accord? Donc si jamais ça a planté
en plein milieu de la requête, et bien tant pis, il n'y a que la moitié de la requête qui aura été effective sur les bases de données et le reste non. Donc ça amènera peut-être des corruptions, des erreurs, etc. Mais du fait de ça, du fait qu'il n'y ait pas de sécurité, les données, enfin les requêtes, etc. seront évidemment plus rapides. Qui dit pas de système de sécurité, pas de comment dire, de perte, on va dire, de performance. Ça prendra évidemment moins d'espace disque, d'accord, et ce sera moins gourmand en ressources, puisque évidemment, le système transactionnel, encore une fois, comme il fait tout un tas de sécurité, il y a vraiment une surcouche pour l'aspect sécurité transaction, et bien tout ça prend plus de place sur le disque, ça prend, c'est un peu plus, on va dire, ça utilise un peu plus de mémoire, d'accord, les ressources de votre serveur, de votre ordinateur, peu importe. Et évidemment c'est moins rapide parce qu'il y a cette sécurité qui se met en place. Alors pourquoi je parle des deux? Parce qu'il y en a certains, et ça on le voit beaucoup chez les débutants ou les gens qui même vont manipuler un système de gestion de base de données de manière quotidienne, c'est qu'ils vont privilégier l'un ou l'autre des outils en vous disant il faut utiliser un moteur transactionnel parce que c'est top, il y a la sécurité, etc. Au moins on est sûr qu'il n'y a jamais de problème. Et puis il y en a d'autres qui vont vous dire non, il faut utiliser des systèmes non transactionnels, ils sont très rapides, et les bases de données, nous tout ce qu'on veut, quand on manipule des bases, c'est que ce soit rapide. Imaginez un site web, si la personne veut accéder à un forum et lister les messages d'un forum, on n'a pas envie qu'il attende 20 secondes pour que ça s'affiche, ce qui est parfaitement louable. Voilà, le problème c'est que ces deux personnes ont tort puisque vous ne pouvez pas privilégier absolument l'un et absolument l'autre. Et c'est pour ça que c'est le sujet de cette vidéo, c'est pour ça qu'il y a pas mal de blabla pour commencer cette vidéo, puisqu'il est intéressant pour vous de prendre les bonnes habitudes dès le départ et de savoir quand utiliser tel ou tel moteur. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une base de données avec laquelle vous aurez à l'intérieur plusieurs tables, on en parlera dans une vidéo prochaine qui est justement dédié aux tables SQL, et vous verrez, vous pourrez très bien créer des tables avec tel type de moteur de stockage et d'autres tables avec un autre moteur de stockage en fonction de ce que vous voulez faire, d'accord? Donc ça c'est super important. Alors on n'est pas encore sur la vidéo sur tout ce qui est gestion des tables, donc on verra ça plus tard. On verra par exemple comment spécifier le moteur que l'on veut sur les tables en question, voilà, sur lesquelles on va travailler. Il y a deux types de moteurs principaux, il y en a plein évidemment, il y a plein de moteurs qui sont utilisables, même des moteurs qui peuvent dépendre d'un certain système de gestion de base de données, mais on a des moteurs on va dire génériques, c'est-à-dire qui fonctionneront un peu partout, et il y en a deux à connaître qui sont, alors je les note ici parce que j'ai pas pris de, quoique attendez, on va faire un petit fichier texte, éviter d'écrire les choses n'importe où, voilà, note.txt. Donc on va avoir deux moteurs que vous avez peut-être entendu parler si vous avez déjà fait un peu de SQL, et des moteurs que vous allez revoir souvent. Nous avons l'historique MyISAM, donc qui est anciennement ISAM tout simplement, mais qui a changé par la suite, et nous avons InnoDB. Voilà. MyISAM, c'est la référence du moteur de stockage dit non transactionnel, d'accord? Donc c'est lui qui sera très rapide, c'est lui qui prendra pas beaucoup d'espace sur le disque, qui sera pas très gourmand en ressources, etc. InnoDB, c'est le transactionnel, donc la référence du moteur transactionnel, donc celui qui assure la sécurité, l'intégrité, la cohérence, enfin plus question d'intégrité de données, c'est-à-dire que on s'assure qu'elle ne soit pas corrompue, puisque la cohérence des données c'est encore autre chose, ça n'a rien à voir avec de l'intégrité. Donc intégrité c'est de s'assurer que les données ne sont pas corrompues, ne sont pas abîmées, tronquées, alors que la cohérence c'est s'assurer que les données entre elles ont des relations correctes, cohérentes. Donc voilà les deux moteurs avec lesquels vous allez travailler pratiquement tout le temps. Il y a aussi un moteur par exemple Memory qui lui va travailler directement sur la mémoire vive, d'accord? C'est juste ça, c'est Memory. Son avantage à lui, j'en parle parce qu'il est intéressant à connaître, c'est qu'il va permettre de travailler sur des données temporaires volatiles, puisque tout s'enregistre en mémoire vive, donc pas d'espace disque, pas de place sur l'espace disque, tout en RAM. Alors à quoi ça peut servir? Quand on a besoin par exemple de manipuler des données qu'on va utiliser pendant un petit moment et qu'après on n'en a plus besoin. Donc pour avoir quelque chose d'ultra rapide, plutôt que de travailler sur disque dur, on travaillera du coup sur, ou SSD, parce que ça peut être n'importe lequel, on va travailler directement en mémoire vive. Par contre évidemment, en cas de panne de courant, n'importe quoi, vous doutez bien s'il y a une panne ou quoi que ce soit, la mémoire vive est une donnée, est une mémoire volatile, donc ce qui est enregistré dessus va s'effacer, donc ce sera perdu. Mais j'en parle parce que peut-être qu'un jour, dans votre métier ou autre, vous aurez peut-être besoin de travailler avec des données temporaires et des données ultra rapides, et dans ce cas-là, le moteur Memory sera tout à fait le bienvenu. Il y en a plein d'autres, il y a CSV, il y en a File Federation, il y a vraiment plein d'autres moteurs, il y en a plein que je ne connais pas parce que je les ai jamais utilisés, pour être honnête. Moi j'ai juste personnellement dans mon cas déjà utilisé ces deux-là, et dans certains cas précis utilisé celui-là, mais plus par curiosité, parce que je voulais voir comment ça fonctionnait, quelle rapidité ça pouvait avoir. Mais j'ai pas eu forcément besoin ou de contexte particulier qui justifierait l'emploi de celui-là. Par contre les deux premiers, oui, puisque encore une fois, celui-là va être utile dans certains cas, et celui-là dans d'autres. Si je veux manipuler des données qui ont absolument besoin de garder leur intégrité, d'être sécurisées, je vais travailler avec InnoDB.
Si en revanche je veux privilégier absolument la performance au risque d'avoir des problèmes avec les données, je vais privilégier celui-là. Donc n'écoutez pas et surtout ne fonctionnez pas dans le principe de j'utilise tout le temps MyISAM par exemple, si je prends vraiment les deux référents, ou j'utilise tout le temps InnoDB. C'est ridicule, ça veut rien dire, et dans tous les cas, vous aurez une base de données qui est, on va dire, performante à 50%. Pourquoi? Parce que dans certains cas, si vous travaillez que sur MyISAM, ce sera bien, et dans d'autres cas, ce sera pas du tout le bon moteur, et vous allez réduire drastiquement les performances de votre base de données. Et même chose pour InnoDB si vous utilisiez absolument que celui-là. Alors au niveau de MySQL, puisque c'est le système de gestion de base de données que nous utilisons pour cette formation, il faut savoir que sur les versions antérieures à la 5.5, je crois, si j'ai pas de bêtises, le moteur utilisé par défaut était MyISAM. Et depuis la 5.5, ils sont passés par défaut, encore une fois, InnoDB. C'est simplement parce qu'il faut bien choisir un moteur par défaut, on peut pas en choisir plusieurs à la fois, donc ils ont fait ce choix-là, mais c'est un choix arbitraire que vous pouvez évidemment modifier. On va voir tout ça par la suite de toute façon. Donc comment modifier ce moteur par défaut si vous le voulez? Qu'est-ce que ça veut dire? Que par exemple, quand vous allez créer une nouvelle table, plutôt que vous ayez besoin de forcément le renseigner à chaque fois, ça utilisera le moteur par défaut défini par votre système, vous allez pouvoir le modifier, le changer. Donc pour cela, on a deux possibilités. Soit on le fait directement sur le client, d'accord, MySQL, en faisant la requête set, alors c'est storage, que je me gourre pas, est-ce que c'est des tirés ou des underscore, j'ai toujours un doute, je crois que normalement, non c'est des underscore pour les commandes de configuration, c'est storage engine, d'accord, et ici vous mettez le moteur que vous voulez, par exemple. Voilà, ce genre de choses. Alors je vais pas l'enregistrer maintenant, ce que je vais faire avant c'est ça. La commande show engines. La commande show engines, comme pour show databases, elle permet simplement d'afficher les types de moteurs disponibles par ici ma version de MySQL. Donc moi sur Windows c'est la version 8, la dernière, alors que sur Linux, comme je vous l'avais montré dans une vidéo précédente, on avait installé la version 5.7, même si je dis pas de bêtises. Donc là vous voyez les moteurs disponibles, ceux qui sont donc supportés ou non par défaut, etc. Vous avez une petite description, ceux qui gèrent les transactions, et voilà, les sauvegardes, etc. Donc vous voyez que InnoDB, lui, il est vraiment aspect sécurité, il est vraiment orienté sécurité, alors que les autres sont plus, on va dire, performance. D'accord? Donc on retrouve ceux que je vous ai parlé, Memory, InnoDB et MyISAM, évidemment. Donc on voit qu'ils sont évidemment gérés, et là vous voyez comme je suis sur la version MySQL 8, je vous avais dit qu'à partir de la 5.5, encore une fois si je me trompe pas, eh bien InnoDB était le moteur par défaut. Donc si on veut changer ça, on peut faire set bien sûr, si je mets pas les espaces il va pas être content, storage engine égale my, donc ça s'écrit comme ça, un M majuscule et ISAM tout en majuscule, le Y en minuscule. Je fais ça, storage engine, ah, je me suis gouré sur la commande, ce ne serait-ce pas bon. Attendez. Alors attendez. Set. C'est pas le default plutôt. Je crois qu'il y a ça, c'est un default storage engine. Voilà, j'avais oublié ça. Donc c'est default, un default underscore storage underscore engine. Oui, j'avais un petit trou de mémoire, mais c'est pas grave. Et là, je vais refaire show engine. Normalement, ça a dû changer. Il doit mettre le default sur MyISAM. Voilà, vous voyez que MyISAM est devenu maintenant le moteur par défaut. À chaque fois que je vais créer quelque chose, une base de données ou autre, il va travailler, enfin surtout une table, il va créer par défaut la table avec le moteur MyISAM. Bon, je vais remettre la chose telle que c'était défini, default storage engine, je vais laisser tel que c'est. Voilà. Ok pour ça, donc normalement je vous ai dit tout ce qu'il fallait pour ça. Et si on veut modifier cette information, cette configuration de manière, on va dire, définitive, alors d'ailleurs je vais faire exit, c'est plus pour effacer, voilà, tout le prompt, root bien sûr. Voilà, on peut le faire dans le fichier de configuration, d'accord, donc le fameux my.ini ou le mysql.cnf, comme vous avez sur Linux, donc tout ce que je vous ai montré précédemment, maintenant vous savez où modifier. Donc vous voyez l'intérêt de toutes les vidéos précédentes, c'est que tout ce que vous avez vu avant va vous servir pour la suite. Si un jour vous avez besoin de modifier la configuration du serveur, du client ou de MySQL, etc., eh bien vous savez où le faire, puisqu'on a vu tout ça avant, donc vous savez quel fichier éditer, vous n'êtes pas perdu en utilisant un outil que vous ne connaissez pas, ce qui serait quand même assez problématique en étant informaticien. Donc là, sur quoi on va l'appliquer, ça va être sur MySQLD, puisqu'il s'agit du serveur. Et le serveur, on peut lui enregistrer l'information. Donc default, du coup, et là je vais pas me tromper. Donc là, ce sont normalement des tirés comme ça. Voilà, d'accord. Donc c'est pas des underscores. Les underscores, c'est sur le client, et dans le fichier de conf, vous voyez, c'est partout. En général, c'est tout le temps des tirés simples. Et là, il suffit de mettre ce que l'on veut. D'accord. Si on veut s'assurer,
mettre pourquoi de point virgule InnoDB, on peut mettre MyISAM ou Memory, enfin bref, celui qu'on veut, si vous voulez vous assurer de l'avoir par défaut. Donc moi je sais que MySQL à ma version elle gère par défaut InnoDB, donc je vais pas le mettre, ça ne servirait à rien. Mais je vous montre que c'est possible d'appliquer une configuration définitive, hein, d'accord, à l'environnement de cette manière, via le fichier de configuration que nous avons. Sur Linux, n'oubliez pas, hein, de recharger la configuration en faisant un reload, hein, comme je vous l'avais montré, c'est important, et de bien quitter le service à chaque fois de MySQL avant de modifier la configuration, sinon ce ne sera pas pris en compte. Ok, pour ça on a vu tout ce qu'il fallait, donc je vous ai expliqué un petit peu ce qu'il en était, je vous ai décrit un petit peu les différents types de moteurs, transactionnels, non transactionnels. Alors dans quel cas utiliser l'un, dans quel cas utiliser l'autre, je pense qu'on peut terminer là-dessus, parce que ça va être, je pense, une question que je vais sinon avoir en commentaire tout le temps. On va me dire, tu me conseilles quoi? Tu me conseilles MyISAM, InnoDB pour telle ou telle situation. Donc encore une fois, la meilleure décision appartient à vous, je vous le dis clairement, je suis pas placé pour vous dire utilise plutôt celui-là ou celui-là, mais si vous avez besoin de savoir, il y a quelque chose de très simple, il y a quelques petits éléments que je peux vous donner, ils sont pas exhaustifs, c'est-à-dire qu'il y en a sûrement d'autres, mais c'est des éléments en tout cas ceux-là qui permettent de très vite identifier le type de moteur entre les deux, d'accord? Donc on va les noter ici. MyISAM, moi personnellement je l'utilise, et je vais vous dire pourquoi, pour pas mal de raisons. MyISAM, son avantage c'est qu'il est rapide. Alors il est rapide en écriture, donc on va dire, bon voilà, il est efficace en écriture, mais surtout il est très rapide en lecture. C'est vraiment le genre de moteur qui est fait pour de la lecture, puisque voilà, il est vraiment conçu pour ça, d'accord? Comme il n'a pas de sécurité, dès que vous allez vouloir sélectionner des données, il va aller très vite, ok? Donc si vous avez par exemple une base de données sur laquelle vous allez beaucoup lire les données, plus que faire de l'écriture, de la suppression ou de la modification, eh bien il est intéressant d'utiliser MyISAM. Par contre, si vous avez une base de données ou une table sur laquelle vous écrivez énormément, que vous faites des inserts, des updates, comme on le verra plus tard, donc là je m'adresse à ceux déjà qui ont déjà fait un peu de SQL, mais tout ça on le verra par la suite. Donc considérez l'écriture, c'est-à-dire d'enregistrer des données ou de les modifier ou de les supprimer, et de la lecture, c'est juste récupérer les données de la base, d'accord, pour les lire. Donc MyISAM est vraiment conçu pour quand on a par exemple beaucoup de lecture, plus de lecture que d'écriture. Si ce n'est pas le cas, il serait peut-être préférable de travailler avec InnoDB, parce que c'est les lectures qu'on a besoin d'avoir en accès rapidement. Si par exemple vous créez un nouvel article, que vous enregistrez un message sur le forum, si ça prend un peu de temps, c'est pas grave, parce que l'avantage c'est qu'avec InnoDB, on sera sûr que la donnée est bien enregistrée. Il n'y a rien de plus embêtant, je pense, pour en tout cas un utilisateur va préférer, admettons, aller attendre 2 secondes qu'un message sur un forum soit posté, mais qu'il soit vraiment posté, plutôt que ça prenne 0,3 secondes et qu'à la fin il y a une erreur, pas de bol, et puis son message est tout effacé, il doit tout recommencer. Donc essayez toujours de peser le compte, mettez-vous à la place de l'utilisateur, qu'est-ce qu'il préférerait, dans quel cas. Donc si l'écriture elle n'est pas très rapide, c'est pas gênant, d'accord? Travailler avec InnoDB pour assurer la sécurité des écritures, des modifications, c'est pas grave, parce que ça, l'utilisateur va préférer que la donnée soit bien modifier plutôt que tout soit perdu, qu'ils doivent recommencer. Par contre la lecture, on veut que ce soit toujours rapide. Il n'y a rien de plus désagréable que de charger par exemple un site de news et devoir attendre 15 secondes pour avoir le listing de ces news, c'est-à-dire une simple requête qui va lire les données de la base. Donc si on a beaucoup de lecture à faire, beaucoup plus que les écritures, on va utiliser MyISAM, d'accord? Donc ça c'est à vous de voir sur votre projet, votre site web. Si sur votre site web vous lisez plus de données que vous en écrivez, utilisez MyISAM pour la table en question. Attention, la table, comme on le verra plus tard, c'est pas toute la base de données, c'est certaines tables, par exemple la table qui va accueillir les news, par exemple. Voilà. Si vous avez besoin de souvent récupérer les news sur votre site, de les lire, eh bien la table qui stockera vos news, elle utilisera le moteur MyISAM de manière optimale, d'accord? Elle sera vraiment conçue pour ça. Là où il est utile également, c'est pour la recherche. Efficace pour la recherche. Quelqu'un qui voudrait par exemple faire un moteur de recherche, un peu à la Google, un peu à la Yahoo, Bing, Quant, DuckDuckGo, tout ce que vous voulez, si on voulait se faire notre propre petit moteur de recherche, MyISAM sera également plus efficace. Pour les raisons énumérées un petit peu tout à l'heure, parce que comme c'est pas un système transactionnel, eh bien il va être très rapide dans les lectures, puisque la recherche, c'est de la lecture. On recherche des choses dans des chaînes de caractères, des mots, des termes, c'est de la lecture, et MyISAM est vraiment très puissant avec ça. Donc si vous avez besoin sur une table en particulier de faire beaucoup de recherches, d'accord, en utilisant notamment par exemple Count ou d'autres fonctions qu'on aura l'occasion de voir, utilisez ce moteur-là. Voilà. Utiliser InnoDB sur une table où vous avez besoin de faire de la recherche, ce serait pas du tout efficace. Donc c'est le conseil que je peux vous donner. Et là où il peut être utile, enfin c'est pas qu'il est utile en fait également, mais c'est que MyISAM, et c'est aussi un petit peu ce qui explique le fait qu'il est très rapide en lecture, mais quand même moins en écriture, c'est que MyISAM, quand vous allez travailler, par exemple quand vous allez, je sais pas moi,
écrire par exemple, je sais pas, vous avez une table de news, d'accord, qui va enregistrer vos news, vous voulez en enregistrer une nouvelle, il va verrouiller toute la table, d'accord, c'est-à-dire que la table des news, elle va être complètement verrouillée, et il faudra qu'on attende que la requête actuelle soit terminée, pour qu'un autre utilisateur puisse par exemple accéder à une donnée, écrire, etc. Alors bien sûr en termes informatiques c'est pas des attentes de plusieurs secondes, minutes, hein, évidemment, ça peut être des millisecondes ou des demi-secondes, etc. Mais il faut le savoir, parce que quand on a par exemple des grosses requêtes, quelqu'un par exemple qui veut accéder, admettons, à votre forum, pendant qu'un utilisateur qui est en train d'écrire un nouveau message dessus, il va falloir attendre que la personne ait fini d'enregistrer son message sur le forum avant que l'autre utilisateur puisse accéder à votre forum. Donc vous voyez, ça peut entraîner des ralentissements sur la navigation d'un site web. Donc attention, MyISAM, il bloque, ce moteur-là en tout cas, donc le moteur non transactionnel, il va bloquer la table complète quand il va travailler dessus. Si on veut faire un enregistrement sur une table, c'est toute la table qui est verrouillée, qui est bloquée en fait, en attendant que la requête soit finie, avant de redonner la main aux utilisateurs. Voilà, donc ça c'est les points vraiment essentiels pour MyISAM, c'est ce qui en fait sa force. Si vous avez besoin de faire plus des lectures, beaucoup de lectures, je vais noter, voilà, quand on a beaucoup de lectures à faire, plus que des écritures, et qu'on a de la recherche à faire, il faut utiliser MyISAM, c'est vraiment le conseil que je vous donne. InnoDB, eh bien lui, il est utile tout simplement quand on a beaucoup d'écritures. Je vais mettre enfin non, écriture c'est des modifications, donc on va garder ce terme-là. C'est des insert update comme on le verra plus tard. Il va être utile également pour tout ce qui est, si vous voulez, eh bien conserver encore une fois l'intégrité. Ça veut dire sécuriser les données. Si on veut s'assurer de bien enregistrer les choses, d'accord? Donc ça c'est important. Donc il faudra voir. Il assure également la cohérence. Alors je vais mettre les données mais les tables comme c'est quelque chose qu'on n'a pas encore étudié hein, sur cette formation, hein, on en viendra dessus, mais on aura l'occasion d'en reparler. Donc pourquoi il va assurer cette cohérence? Par exemple, qu'est-ce que je peux vous dire comme exemple sans rentrer trop dans le détail et aller trop sur les autres vidéos? Admettons que vous ayez deux tables, par exemple une table de clients, et que votre client il est une ville, mais que les villes ce soit une autre table, d'accord? Un autre ensemble de quelque chose. Si par exemple dans la liste de vos villes, vous avez, je sais pas moi, Paris, mais que vous n'avez plus aucun client dont la ville est Paris, eh bien la ville de Paris dans l'autre table sera supprimée. Ce qu'on appelle en fait une suppression en cascade. C'est-à-dire qu'on va pas laisser des données par exemple si rien ne les utilise, d'accord? S'il n'y a aucune raison par exemple de garder Paris dans la base de données parce que plus personne n'est à Paris, on va supprimer l'information de la base de données, d'accord? Donc on assure comme ça une cohérence des données. Mais on aura l'occasion d'en reparler, hein, tout ce qui est suppression, insertion en cascade, etc. On n'en a pas du tout parlé, on l'a même pas encore abordé, donc c'est des choses auxquelles on parlera plus tard. Donc si vous avez besoin vraiment d'une cohérence entre les données, de sécuriser vos données, d'accord, d'être sûr que les écritures, enfin les requêtes se font bien, et d'avoir beaucoup d'écritures à faire, on utilisera InnoDB. Si vous avez beaucoup de lectures à faire ou des recherches, on utilisera MyISAM. Alors ça, encore une fois, je vous dis des points essentiels, mais il y en a sûrement d'autres. Je pourrais rajouter sûrement beaucoup d'autres avantages ou beaucoup d'autres spécificités pour l'un et pour l'autre. Mais je pense que déjà avec ces quelques points, dans pratiquement tous les cas, vous arriverez à choisir le moteur qu'il faut. D'accord? Quand vous aurez une table, vous direz, alors je travaille avec telle table, enfin j'ai telle table qui doit manipuler telle donnée, est-ce que j'ai besoin de faire ci ou ça dessus? Et en fonction de ce que vous aurez besoin de faire sur cette table, vous normalement aurez tout ce qu'il faut en main pour choisir le bon moteur. Dernier conseil pour terminer cette vidéo, quand vous aurez des tables qui vont travailler ensemble, par exemple ce que j'ai dit tout à l'heure, donc une table, imaginez que c'est une sorte de boîte, on a par exemple une petite base, imaginez, qui qui stocke tous vos clients, d'accord, et une autre qui va stocker toutes les villes, et les clients évidemment vivent dans une ville, d'accord, qui fait partie de votre autre base, voilà, de ville. Et bien ces données sont ensemble, d'accord, vous voyez qu'elles sont liées. Et bien si vous deviez un jour travailler avec ces deux tables, donc avec des liaisons, il faut éviter de mélanger les types de moteurs. C'est-à-dire que si par exemple ma table de client elle est écrite avec InnoDB, le moteur InnoDB, et que ma table de ville elle est en MyISAM, mais que j'ai souvent besoin de faire des liens entre les deux, ce ne sera pas efficace. On évite dans la mesure du possible de mélanger, notamment via des liaisons, des tables non transactionnelles avec des tables transactionnelles. Donc vous voyez que déjà, mine de rien, alors même qu'on n'a pas commencé vraiment à faire de la pratique, c'est-à-dire à créer des tables, des bases, des tables, etc., ou inscrire des données, il y a déjà beaucoup de questions à se poser quand on fait de la base de données. C'est vraiment, je vous le dis, un domaine qui est très simple à apprendre,
D'accord, c'est-à-dire tout ce qui est syntaxe, les requêtes, comment écrire les requêtes, c'est vraiment un jeu d'enfant, clairement. Je vous dis vraiment ça, on n'est pas vraiment dans du langage de programmation là, il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de tout ça. Donc SQL, c'est un langage qui est très très simple à apprendre, très simple à comprendre. Par contre, la réflexion qu'il faut derrière, quand on veut manipuler des données, de la manière dont on les manipule, les bons outils à utiliser, le bon moteur, le bon encodage, là, il y a tout un côté qui est ultra complexe. C'est pour ça que c'est facile d'apprendre SQL, par contre, c'est très compliqué de faire du bon SQL et d'avoir des bases de données, ou en tout cas des requêtes optimisées. C'est ça qui pose vraiment problème aux gens qui apprennent ce langage-là et qui apprennent à manipuler des systèmes de gestion de bases de données. Donc très important. Et j'avais oublié également de dire pour InnoDB, donc MyExam, comme je vous l'avais dit, quand vous utilisez, vous faites par exemple une requête sur une table, ça verrouille la table complète, et bien pour InnoDB, ça verrouille simplement la ligne. Admettons que vous voulez modifier la ville d'un des clients, de la table des clients, et bien ça va juste verrouiller ce client-là, d'accord? L'enregistrement qui concerne ce client. Ça va pas verrouiller le reste de la table. Donc si quelqu'un d'autre veut lister les autres clients, et ben il pourra les récupérer sans problème. Vous voyez, donc c'est la petite différence. Ça verrouille que l'enregistrement sur lequel on travaille, au niveau de notre requête. Ça, en revanche, ça verrouille toute la table. Donc encore une fois, selon les cas, vous allez préférer utiliser l'un ou l'autre. Mais je pourrais pas choisir à votre place. C'est à vous, selon le projet sur lequel vous bossez, le site web, on va dire l'infrastructure de votre base de données, tout ça tel qu'on le verra dans les vidéos prochaines. C'est vous qui pourrez dire, eh bien dans mon cas, dans ma situation spécifique, celle-là personnelle, il faut utiliser MyExam parce que c'est mieux, ou alors il faut utiliser plutôt InnoDB. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, tout dépend du contexte de la situation. Et si vous avez compris ça dès le départ, eh bien par la suite vous ferez des tables, donc des bases de données cohérentes, des bases de données qui utilisent le plein potentiel de ce qu'elles peuvent utiliser, parce que vous aurez les bons moteurs à chaque fois, les bons types de données, etc. Et vous aurez appris de bonnes choses. Et à côté, vous aurez les gens qui continuent d'utiliser 100% du InnoDB parce qu'on leur a dit c'était mieux, ou 100% du MyExam parce que c'est plus rapide. Mais le problème, c'est que quand ils auront besoin de faire beaucoup d'écriture, faire beaucoup d'écriture avec le moteur MyExam, c'est pas du tout performant. Donc retenez bien tout ça, tout ce que je vous ai dit là. C'était pas forcément la vidéo la plus intéressante parce que j'ai beaucoup parlé, j'ai pas montré grand chose à l'écran, mais vraiment c'est l'une des plus importantes. L'encodage et ça, c'est deux points essentiels en base de données. Si vous avez bien pigé tout ça, eh bien j'ai envie de dire, il ne pourra rien vous arriver pour la suite, mais en tout cas, vous aurez pris de très bonnes habitudes dès le départ, et ça vous évitera bien des problèmes par la suite, parce que quand vous allez manipuler des bases de données de plusieurs gigaoctets, si du jour au lendemain on vous disait de passer une table de plusieurs gigas de MyExam à InnoDB, vous aurez énormément de soucis, c'est générateur d'erreurs, bref, ça pourrait amener vraiment plein de problèmes. Donc n'hésitez pas, évidemment, à bien prendre en compte tout ce que je vous ai dit. Alors quand on parlera des tables, on verra comment appliquer, je vous ai dit, un moteur sur notre table. On verra également comment modifier le moteur d'une table, parce qu'on peut le faire. C'est pas parce que par exemple plus tard on aura créé une table qui utilise InnoDB que d'un coup on puisse pas se dire tiens, maintenant je veux qu'elle utilise MyExam. C'est juste un moteur, c'est juste des algorithmes derrière qui vont gérer le stockage et l'accès des données de manière différente. Donc on peut évidemment en termes informatiques modifier ça, c'est une info qu'on peut changer quand on veut, c'est pas irréversible, c'est pas définitif. Et j'ai envie de dire heureusement, sinon il y aura quand même de sacrés problèmes. Alors je pense avoir tout dit, j'ai beaucoup parlé sur cette vidéo, mais j'avais plein de choses à dire parce que c'était super important. Donc on reviendra de toute façon sur ces moteurs, on aura l'occasion d'en parler sur la vidéo concernant les tables, la création de tables, parce qu'on verra ça dans une vidéo dédiée. Donc on reviendra sur ces moteurs, mais maintenant qu'on l'a déjà vu, eh bien il y aura juste à faire des rappels pour les prochaines vidéos, il n'y aura pas besoin de vous apprendre tout ça. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser, je suis là pour ça. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo SQL. Ciao tout le monde!